Vraiment, survoler le sujet sous beaucoup d'aspects. Déjà vous remercier de consacrer un moment de réflexion sur ces sujets, mais qui sont en résonance de ce que j'ai entendu, de la partie du débat que j'ai entendu ce matin, qui sont en résonance avec les questions que l'on peut appréhender en considérant a priori un théâtre plus local, voire plus régional ou national, mais c'est en résonance avec la situation internationale. Donc encore une fois, merci de consacrer un moment à ces questions-là et de cette invitation pour évoquer le livre qui est donc paru au mois d'avril dernier, le livre n'étant qu'un support à approfondir l'ensemble de ces sujets. Et en même temps, moi je suis heureux de constater, parce que pour ne rien vous cacher, vous devez faire la 100e réunion de ce type autour du bouquin. J'ai dû faire 100 débats à peu près depuis qu'il est paru en avril. Donc il y a un vrai intérêt, manifestement, du côté des militants à appréhender ces questions. Alors, quelques compléments. Je vais naturellement pas vous lire le livre, parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt à ce que vous le procuriez. Sachant d'autant plus que dans l'Assemblée, il y a des camarades, et c'est bien normal, qui ont déjà lu le livre, donc il se peut qu'il ait suscité, qu'il suscite des commentaires, des appréciations, des critiques, voire des félicitations, parce qu'on prend aussi les félicitations. C'est pas, quand ça arrive dans la CGT, il faut pas laisser passer, quand il y a des félicitations. Donc, je vais revenir sur la genèse du bouquin, le sens de la démarche, les objectifs recherchés, et puis vraiment survoler les pistes que l'on a élaborées avec Pierre. Je dis « on » puisque ce livre a été rédigé à quatre mains, en quelque sorte, avec notre camarade Pierre Coutas, qui est au département international de la CGT. Bon, c'est l'éditeur et la communication qui fait qu'il n'y a qu'une personne sur la couverture du bouquin, mais ça, vous savez, stratégie de communication et de vente, c'est ainsi. Mais en fait, le bouquin a été rédigé entre nous deux, donc c'est pour ça que je dis « on ». Alors, plusieurs motivations à ce livre, puisque tu l'as évoqué, tu as évoqué l'OIT. Et donc, l'origine de ce bouquin, c'est naturellement le mandat que j'occupe depuis juin 2014 à l'OIT. Quand des camarades à l'époque me demandaient ce que j'étais devenu après le mandat de secrétaire général à la CGT, qu'on se croisait, où es-tu, que fais-tu, que deviens-tu, etc. Bon, c'était sympa, parce que ça voulait dire qu'il y avait des camarades qui se souciaient de ma situation, donc il y avait un côté chaleureux dans la démarche. Je leur disais, maintenant je suis élu à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Bon, la plupart disaient, c'est très bien. Et les plus courageux disaient, mais c'est quoi l'Organisation internationale du travail? Prise de conscience que, et c'est un constat, cette institution est très méconnue, y compris dans notre corps militant. Or, c'est une institution qui est très ancienne, je ne vais pas rentrer dans toute la technique de l'institution, mais vous aurez sans doute des questions, et si vous en avez, j'y répondrai bien volontiers. Donc une institution mondiale qui est très méconnue, dans laquelle pourtant siègent des représentants des travailleurs du monde entier. C'est d'ailleurs la seule institution dans le monde, enfin mondiale je veux dire, où siègent à la fois des États, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs pour se pencher sur la situation sociale dans le monde. Donc nécessité de mieux faire connaître ce mandat à l'OIT. Et donc le livre, je le dis d'ailleurs à un moment donné, c'est aussi une manière de rendre compte d'un mandat qui peut apparaître très loin. L'OIT, c'est un siège à Genève. Je vous rassure tout de suite qu'il n'y a absolument aucun intérêt matériel à aller siéger à Genève, pour ce qui nous concerne. Pour ce qui nous concerne, je dis bien, nous, les travailleurs. Il n'y a absolument aucun intérêt de ce type-là, mais on s'y engage pour d'autres raisons, bien sûr. Ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est que l'OIT, du fait de son activité, Organisation internationale du travail, est le lieu d'expertise par excellence pour examiner ce qui se passe dans le domaine social dans le monde entier. L'OIT dispose à peu près de 4000 fonctionnaires internationaux répartis entre le siège et 40 bureaux. On appelle ça des bureaux locaux, mais ce sont des bureaux qui sont répartis sur certaines régions du globe, qui recouvrent plusieurs pays. Il y a donc une capacité d'expertise pour le suivi de la situation sociale qui est inégalée. D'ailleurs, tout le monde convient que c'est l'OIT qui est en quelque sorte l'observatoire le plus pointu de la situation sociale des travailleurs à travers le monde. Et dans cette observation,
eh bien, il apparaît, et tu as donné quelques chiffres, hein, je vais revenir sur certains d'entre eux parce qu'ils nécessitent d'être à l'esprit. Ben, y a urgence, parce que la situation se dégrade à vitesse grand V pour tout le monde. Et il ne faut pas croire d'ailleurs que les plus démunis ne puissent pas encore descendre de quelques cases en termes de pauvreté et de précarité. Tout le monde est aspiré, ce système économique qui fait de la concurrence entre les travailleurs à l'échelle internationale entraîne un phénomène de spirale vers le moins-disant social qui entraîne tout le monde. Et il nous apparaissait absolument indispensable de mieux faire partager ce diagnostic, parce que nous ne sommes pas dans n'importe quel pays, nous sommes en France, et lorsqu'on regarde la comparaison de ce que sont les droits sociaux à l'échelle mondiale, eh bien on s'aperçoit que la France fait partie des pays, il y en a d'autres, mais la France fait partie des pays où les droits sociaux sont parmi les plus élaborés, parmi les plus élevés au monde. Ça n'est bien sûr pas du tout le fruit du hasard. C'est pas tombé sur les Français comme ça par hasard. C'est tout simplement le fruit de notre histoire politique, syndicale, des luttes sociales et syndicales qui ont été menées pendant des décennies. Ça n'est pas un hasard si en France il y a la sécurité sociale, un produit du programme du Conseil national de la résistance, donc un contexte politique, mais aussi social et syndical, qui a fait que la création de la sécurité sociale a été possible. Il faut la défendre, elle a été attaquée, mais elle existe dans ses principes. Et on voit d'ailleurs combien aujourd'hui ça redevient un enjeu, parce qu'on est dans cet environnement mondial qui fait de la compétition du moins-disant social son élément moteur principal. Or, tu l'as évoqué, j'y reviens, aujourd'hui 73% de la population mondiale n'a pas de système de protection sociale. 73% de la population mondiale. Donc, la deuxième motivation, c'était d'aider à mieux comprendre l'environnement des droits sociaux à l'échelle mondiale pour mieux comprendre aussi la nature des batailles qui existent dans notre pays. Les attaques sur la sécurité sociale, j'ai fait le parallèle, la retraite, le droit du travail. Pourquoi la bataille sur le droit du travail en France a une portée mondiale? Parce que la France est le pays qui a, par exemple, le record du monde du taux de salariés couverts par les conventions collectives. 97% des travailleurs en France sont couverts par des conventions collectives. Au niveau des branches, et je ne reviens pas sur toute la polémique et la réforme du droit du travail qui vise naturellement à diminuer la portée des négociations de branches pour renvoyer entreprise par entreprise. On a 98% des travailleurs qui sont couverts par les conventions collectives. Or, la situation dans le monde, elle se caractérise, pour moi, par un chiffre. Il y a deux chiffres cruciaux que je vais vous donner. Le premier, c'est qu'il y a aujourd'hui un travailleur sur deux dans le monde qui mène son activité sans contrat de travail. Un travailleur sur deux dans le monde n'a pas de contrat de travail. Vous comprenez bien que dans ces situations-là, et avec des pays, puisque un travailleur sur deux c'est une moyenne mondiale, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont à plus de 90%. L'Inde, c'est 95% du travail qui n'est pas déclaré. Le Sénégal, c'est plus de 90%, et on peut prendre une liste comme ça. Un travailleur sur deux qui n'a pas de contrat de travail. Et ce qui est important de relever, c'est la tendance. C'est-à-dire que la proportion est en train de progresser, d'augmenter. D'ici quelques années, ça veut dire que nous serons dans un pays qui fera partie de la minorité mondiale. Nous serons minoritaires, ceux qui ont des contrats de travail. Alors vous comprenez bien que là où il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de polémique sur la consistance du code du travail. Il n'y a pas de débat, ça ne sert à rien. Mais les répercussions, elles sont considérables. Naturellement, il y a une relation directe avec l'absence de système de protection sociale, parce que dès lors qu'un travail n'est pas déclaré, il ne donne pas lieu à cotisation, à ressources. Et... Alors pour ceux dont les ressources leur permettent d'y avoir recours, il y a localement quelques dispositions sous la forme assurantielle, individuelle, qui permettent de se construire une retraite, d'avoir une assurance pour la maladie, mais c'est marginal. Pour l'essentiel, dès lors qu'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de droit collectif lié à la protection sociale, et tu l'as dit, la déclinaison en termes de droits sociaux dans les différentes branches est redoutable. Près d'un sur deux n'a pas de retraite, donc. 28% seulement des femmes ont droit à des allocations maternité.
Qu'est-ce que ça veut dire l'absence d'allocation maternité? Ça veut dire que dans plus de 70% des cas, les femmes au travail sont condamnées à rester au travail le plus longtemps possible avant un accouchement et à reprendre le travail le plus tôt possible après l'accouchement, puisque la période d'absence n'est pas rémunérée. Et il est naturellement tout à fait exclu d'envisager, si la jeune femme, enfin jeune ou moins jeune, peu importe, le souhaitait, avoir un congé maternité pour rester éventuellement avec son jeune enfant. C'est totalement exclu. Plus 70% des femmes sont privées de droits dans ce domaine. Donc 1 sur 2 sans contrat de travail. Le deuxième chiffre, qui pour moi est structurant de cette déréglementation sociale généralisée, la moitié de la population du monde vit dans des pays qui ne protègent pas le droit syndical, le droit de grève et le droit d'association, de négociation collective. La moitié de la population mondiale vit dans des pays qui ne protègent pas le fait syndical, le droit de grève et la négociation collective. Alors que ce sont des conventions, on reviendra, si vous le souhaitez, plus en détail sur le terme de convention et comment ça fonctionne, alors qu'il y a des conventions internationales du travail qui assurent ces droits comme des droits étant universels, autrement dit, qui sont censés s'appliquer à l'ensemble des travailleurs de la planète. Mais, et ça permet, dans un chapitre consacré à l'OIT d'y venir, on voit les limites du droit social mondial aujourd'hui, dans la mesure où ces conventions, même lorsqu'elles sont qualifiées d'universelles, ne donnent pas lieu à des sanctions pour les pays qui ne les respectent pas. Alors quand j'évoque le fait que la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui ne protègent pas le fait syndical, le droit de grève et le droit à la négociation collective, il faut citer quelques pays pour que ça... Parce que la moitié de la population mondiale, ça peut apparaître vague. Donc on peut citer parmi ces pays, la liste est longue, hein, malheureusement, il n'y a que 90 pays dans le monde où le droit de grève est un droit constitutionnel, est une liberté fondamentale. 90 pays dans le monde. Partout, c'est soit illégal, soit toléré, mais susceptible d'être remis en cause suivant les majorités gouvernementales. Enfin, tout ça est aléatoire. Ça n'est pas un droit inscrit dans les textes nationaux. La moitié de la population mondiale, on peut citer les États-Unis, la Chine, l'Inde, la plupart des pays du Golfe. Dans tous ces pays-là, le droit syndical n'est pas protégé. Si on le prend, alors vous voyez qu'en citant ces pays, on a la moitié de la population mondiale, on a même un peu plus, hein, naturellement, États-Unis, Chine, Inde, voilà, la plupart des pays du Golfe, on a un peu plus de la moitié de la population mondiale. Maintenant, si on le prend sous l'angle du commerce mondial, États-Unis, Chine, Inde, la plupart des pays du Golfe, ben vous comprenez que l'essentiel du commerce mondial aujourd'hui s'organise sur la base de pays où le droit fondamental des travailleurs à s'organiser pour défendre leur propre situation n'est pas respecté. Donc on est sur un commerce qui piétine, qui bafoue les droits humains élémentaires, puisque le droit syndical n'est pas dans les textes internationaux considéré comme un droit social, il est considéré comme un droit humain. On touche à la dignité humaine, comme l'interdiction du travail des enfants, tu as évoqué le chiffre aussi. Il y a encore 168 millions d'enfants qui sont recensés au travail, et encore le recensement est insuffisant parce qu'il manque une vingtaine de pays dans lesquels la comptabilité n'a pas pu être vérifiée. Donc on est peut-être autour des 200 millions d'enfants, mais enfin, même si on prend le chiffre officiel, reconnu par tous, 168 millions d'enfants, alors que c'est interdit depuis plusieurs décennies par 2 conventions internationales du travail. C'est pareil pour le travail forcé. C'est-à-dire, on arrive à un point où on ne remet pas en cause uniquement des droits sociaux, on remet en cause des droits humains fondamentaux qui ont été qualifiés comme tels à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans cet environnement déréglementé, j'y reviens, on peut mieux comprendre et mieux appréhender ce qui se joue en France sur un certain nombre de sujets et la portée internationale que ça représente. Vous l'avez sans doute remarqué, pendant les manifestations contre la loi travail en France, on a reçu, la CGT a reçu des messages de soutien, de solidarité qui venaient du monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays où les mobilisations sociales ont une résonance mondiale de cette intensité. Bien sûr, il y a la solidarité syndicale classique qui s'exerce à chaque fois que certains se bagarrent dans leur pays, et nous en faisons partie, on s'efforce de témoigner notre soutien, notre solidarité, etc. Mais
s'agissant des conflits et des mobilisations en France, ça a une résonance beaucoup plus large. Et je cite souvent cette photo qui a été envoyée à la Confédération, une photographie de quelques militants syndicaux au Bangladesh, qui ont manifesté le jour où il y avait une manif en France contre la loi travail, avec une banderole en français, solidarité avec les syndicats français, contre la loi travail en France. Vous voyez, au Bangladesh. En termes de droit du travail, le Bangladesh, voilà. Pourquoi, alors, ils n'étaient pas très nombreux, mais pourquoi des syndicalistes, sans doute les plus aguerris, je dirais, ressentent le besoin au Bangladesh de marquer leur solidarité? Pourquoi ça? Parce que la France fait partie des repères dans le monde à propos des droits sociaux. Ça peut nous apparaître, nous, je dis repère, je ne dis pas modèle, hein, qu'on s'entende bien, c'est-à-dire le mot modèle laisserait entendre qu'on chercherait à transposer ou on voudrait transposer. C'est pas ça. Et personne d'ailleurs ne prétend avoir un modèle social qui devrait être applicable dans le monde entier. Par contre, en termes de principes, de droits fondamentaux, de principes, le droit social français sert de repère dans le monde entier. Et ce qui apparaît pour ces syndicalistes, j'y reviens, du Bangladesh, c'est que si dans les pays où les droits sociaux sont parmi les plus développés, en tout cas dans la représentation qu'ils en ont, c'est à son tour remis en cause, laminé, c'est leur repère, leur aspiration à leur tour à conquérir un droit social qui se diminue, qui s'efface, qui s'effrite quelque part. Et donc, ça permet, je reviens à la motivation, mieux comprendre l'environnement des droits sociaux dans le monde, permet aussi de mieux comprendre ce qui se joue dans les pays où les droits sont les plus développés. Tout ça pour redire que, lorsqu'on a une bataille en France, ne sous-estimons pas le fait qu'elle a un impact international de fait très très important. Beaucoup de syndicalistes ont compris ce que représentait l'inversion de la hiérarchie des normes, privilégier la négociation collective de branche ou la négociation d'entreprise. Il y a des pays qui sont passés par là bien avant nous. Hein. Nombreux pays sont passés par là bien avant nous. Et nombreux savent que, je parle des syndicalistes, en France, on a le record, ce que je vous évoquais, plus de 95% des travailleurs couverts par des accords collectifs. C'est l'Eldorado pour beaucoup de syndicalistes du monde entier, cette perspective. Surtout quand ils le rapportent au taux de syndicalisation. Là, je vous avoue que de ce point de vue-là, c'est pour eux, pour beaucoup, c'est une incompréhension. Comment dans un pays avec 10% de syndiqués, on arrive à un taux de couverture par les conventions collectives à plus de 95%. Parce que la plupart sont des systèmes très différents de construction des droits. Et je reviens à la reconnaissance du fait syndical pour évoquer les mécanismes qui existent dans la plupart des pays anglo-saxons. Je vous ai dit que le fait syndical n'était pas protégé pour l'ensemble des travailleurs américains aux États-Unis. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des syndicalistes aux États-Unis. On le sait, on a même des coopérations, ça existe. Mais le principe pour être reconnu en tant que section syndicale dans une entreprise aux États-Unis est un parcours du combattant qui n'a rien à voir avec la reconnaissance du fait syndical de la législation française. Aux États-Unis, pour qu'un syndicat puisse être reconnu dans une entreprise, il faut passer par un référendum. Ça vous dit quelque chose, référendum? Pour avoir la section syndicale dans une entreprise, alors je dis les États-Unis, mais encore une fois, c'est très souvent le cas dans la plupart des pays anglo-saxons. Il faut donc qu'il y ait plus de 50% du personnel d'une entreprise qui réclame la présence de la section syndicale. Et ça se fait par référendum. Alors le référendum, c'est pas un vote avec une urne. Chaque salarié qui veut la présence de la section syndicale doit remplir un imprimé officiel durant un laps de temps donné, 2 mois, 3 mois. Je sous-signé, John Tartampion, souhaite la reconnaissance par l'employeur de la section syndicale et il désigne le syndicat qui a son soutien. Et pendant ces 2-3 mois, il faut qu'il y ait 50% du personnel qui, tour à tour, ait rempli cet imprimé qui est envoyé à l'employeur. Alors là, il y a 2 hypothèses. Ou vous avez les 50%, à ce moment-là, la section syndicale est reconnue, à ce moment-là, le principe des négociations collectives se débloque, parce que la négociation collective dans les pays anglo-saxons, c'est entreprise par entreprise. À part de vieilles branches professionnelles
où le syndicalisme a été historiquement implanté, je pense au transport, je pense à quelques grands métiers qui ont forgé le syndicalisme. La plupart des entreprises aujourd'hui, c'est convention collective. Ce qu'ils appellent convention collective, c'est dans l'entreprise, c'est accord collectif d'entreprise. C'est ça qu'ils appellent convention collective, eux. Donc s'il y a plus de 50%, l'employeur est obligé de reconnaître la section syndicale. Et il négocie. Il est obligé d'ouvrir des négociations. Et en général, c'est pour négocier sur les salaires, les horaires, enfin les éléments que vous connaissez qui valent des négociations, ou des revendications en tout cas classiques, de la part des travailleurs. Alors il se produit un premier phénomène, toujours dans l'hypothèse où il y a 50% des travailleurs qui ont signé le fameux formulaire, c'est que la plupart des travailleurs rejoignent le syndicat puisque le résultat de la négociation ne s'appliquera qu'aux seuls syndiqués. Et pour ce faire, naturellement, le syndicat doit fournir son listing des adhérents à l'employeur. Puisque le résultat des négociations ne s'applique qu'aux syndiqués. Il faut avoir la liste des syndiqués. Donc, il faut transmettre le listing des adhérents du syndicat à l'employeur. Donc il y a une tendance, même ceux qui n'ont pas forcément signé le formulaire, vous comprenez, une fois qu'il y a la section syndicale, puisque les droits ne s'appliqueront qu'aux seuls syndiqués, il y a une tendance à se syndiquer. Ça, c'est la première hypothèse, c'est la version optimiste de la situation. Mais il y a la deuxième hypothèse qu'il ne faut pas oublier. Vous ne faites pas les 50% au moment du référendum. Il y a quand même les John Tartampion qui ont envoyé leur formulaire. Je, sous-signé, réclame. Alors cela, durée moyenne de présence dans l'entreprise, 3 mois. Eh oui. Tout ça pour dire, il y a des syndicalistes aux États-Unis. Il y a 13% de syndiqués aux États-Unis. Mais il n'y a que 13% de travailleurs qui sont couverts par les conventions collectives, puisque seuls ceux qui sont syndiqués ont droit à de la négociation collective. Les autres, c'est le Code du travail américain, et là aussi, il n'y a pas de polémique, vous voyez, sur le Code du travail américain. Là, il n'y a personne qui vient déposer le Code du travail sur un plateau de télévision en disant « Regardez l'épaisseur ». Non, de ce point de vue-là, la Bible est beaucoup plus, à la fois importante et volumineuse pour eux. Hein. C'est clair que... Donc tout ça pour dire qu'il était important pour nous de communiquer différents éléments de connaissance pour mieux situer la nature et la portée des combats sociaux en France. Et je vais y revenir en quelques mots, en essayant d'être synthétique pour ne pas vous priver de parole, parce que l'intérêt c'est aussi d'échanger, et de revenir à la fois sur les raisons historiques pour lesquelles les États ont créé l'Organisation internationale du travail en 1919, donc c'est pas d'hier, ça va faire bientôt 100 ans, à la fois les limites de cet exercice, pourquoi on s'est éloigné des considérations politiques qui avaient donné lieu à la création de cette Organisation internationale du travail, quelles sont les dérives, et surtout quelques propositions pour en sortir, parce que comme ça a été dit d'ailleurs ce matin, il faut à la fois faire des constats, des analyses, mais en même temps il faut que la CGT essaye de porter des alternatives, des contre-propositions, voire des propositions pour faire évoluer les choses. Alors l'OIT, en quelques mots, hein, et encore une fois je répondrai aux questions que vous